Tell me what happened in the fall. What saved you? You won't believe me, but it was a sun summoner. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Peplum Tale, le podcast de Peplumland. Vous n'êtes certainement pas passé à côté du phénomène débarqué tout récemment sur Netflix, j'ai nommé Shadow and Bone. Cette série fantastique, qui est l'adaptation des livres de Leigh Bardugo, propose un univers très travaillé qui lui est propre, appelé le Grishaverse. En outre, les téléspectateurs sont invités à suivre le royaume de Ravka, qui est maudit depuis des millénaires et qui ressemble particulièrement à la Russie du 19e siècle. Un des points principaux de l'intrigue est qu'une élite magique, qui se nomme les Grisha et qui est protégée à Ravka, est persécutée dans le reste du monde. S'ajoutent à cela divers monstres qui se nichent dans le sombre et mystérieux territoire de Shadowfold. Au milieu de tout ça, nous suivons une héroïne, Alina Starkov, jouée par l'actrice Jessie Mailey. La jeune femme est une orpheline et une cartographe qui découvre peu à peu sa destinée et tout ce que cela implique. Ça, c'était pour poser le contexte. Alors, pourquoi pousser les portes de ce petit univers aujourd'hui ? Tout simplement parce que les fictions qui construisent un monde de A à Z, à l'instar de Star Wars, Harry Potter ou Hunger Games, puisent toujours leur inspiration dans des endroits très variés. Vous me voyez venir, l'Antiquité n'est jamais très loin, et il est intéressant de chercher les petites traces antiques dans ces univers. Aujourd'hui, analysons donc Shadow and Bone à la lumière du passé. Pour information, je tâcherai de m'attarder sur les éléments les plus généraux afin de ne pas trop vous en dévoiler et de ne pas gâcher le plaisir pour ceux n'ayant pas regardé la série. Alors, c'est parti. Avant même de creuser les épisodes de la série, arrêtons-nous immédiatement sur le titre. Shadow and Bone, en français l'ombre et l'os, qui sont deux mots ayant un fort sens dans l'Antiquité et apportant immédiatement un contexte particulier. Commençons d'abord avec l'ombre. Je m'appuie pour cette première analyse sur un article intitulé « Les ombres de l'Antiquité » de l'historienne et latiniste Catherine Salle, paru dans les colonnes du magazine Historia en janvier 2016. Je vous lis un passage qui nous permettra de saisir immédiatement le cœur du propos. Demandez à un grec ou à un romain ce qu'est un mort, il aura bien du mal à vous répondre car c'est une notion qu'il maîtrise difficilement. Le mort est un fantôme impalpable et sans force. Il a l'apparence du vivant, mais n'en possède ni la consistance, ni la conscience. C'est une ombre immatérielle qui est la négation totale de la vie. En mourant, l'être humain a perdu la clarté du soleil. Il vit dans de profondes ténèbres où la lumière ne pénètre pas. Ce petit paragraphe est à mon sens une bonne façon de constater que chez les anciens, l'ombre symbolise la mort. Ce premier point annonce donc la couleur de la série, qui sera bien noire. La première partie du titre ayant été traitée, passons à la seconde et à la notion d'os. Sans grande surprise, l'explication ne sera pas bien plus joyeuse que pour l'ombre et fait également écho à la mort. Mais le rôle des os dans l'Antiquité est très important. En effet, le sacrifice, qui était très important dans la culture grecque, repose sur une histoire d'os. Le poète Hésiode relate cette histoire dans son œuvre La Théogonie. Ce livre rassemble des histoires étiologiques, c'est-à-dire que l'objectif est d'expliquer pourquoi certaines pratiques ont lieu. Dans le cas suivant, la pratique du sacrifice est donc celle traitée. Tout se passe entre Zeus et Prométhée, le titan connu pour avoir fait don du feu aux humains. Suite à cet événement, les tensions sont grandes entre les deux, et Prométhée souhaite clore la dispute en organisant le sacrifice d'un bœuf partagé en deux parties égales à Méconée, une ancienne cité grecque de Corinthe. Cependant, le titan ruse en faisant en sorte que l'une ait un aspect appétissant, mais cache la graisse et les os, et que l'autre soit recouverte du ventre de l'animal, bien moins alléchante, mais cachant les meilleurs morceaux de chair. Prométhée invite ensuite Zeus à choisir la part qui lui donne le plus envie, et le dieu du ciel et de la foudre choisit évidemment le morceau en apparence appétissant, qui n'est composé que d'os, et sa colère est donc exacerbée. Après cet épisode, il est convenu que les hommes laissent aux dieux la graisse et les os lors des sacrifices d'animaux. Ce partage a également pour conséquence de fixer le régime alimentaire qui différencie les hommes et les dieux. Avec ce choix, Prométhée condamne les humains à assouvir leur besoin vital de manger en se nourrissant de viande et à avoir une vie brève, tandis que les dieux immortels devront se contenter d'odeurs et de parfums.
Pour l'anecdote, à la suite de ce partage sacrificiel, Zeus veut punir Prométhée de l'avoir trompé et interdit de ce fait aux hommes l'usage du feu pour cuire les viandes et se nourrir. Toutefois, Prométhée désobéit encore et dérobe une nouvelle fois le feu pour le restituer aux mortels. Pour conclure ces querelles, Zeus se vengera à nouveau des hommes en leur envoyant Pandore. Mais ce nouvel épisode n'est pas à l'ordre du jour et j'arrêterai donc ma petite histoire mythologique ici. Quoi qu'il en soit, l'os a une forte symbolique dans l'Antiquité grecque et est relié à la divinité, à la mort et au sacrifice. Tant de notions que nous pouvons retrouver dans Shadow and Bone. Après cette très longue parenthèse anecdotique, faisons un pas dans la série. Mon exploration s'arrête maintenant au pied des Grisha, personnages au cœur de l'histoire. Comme j'ai pu vous l'expliquer dans l'introduction, ces magiciens sont redoutés et persécutés dans l'ensemble du monde, mais pas dans la ville de Ravka, endroit dans lequel ils sont placés sur un piédestal. Cette idée de magie haïe partout, à l'exception d'un petit cocon isolé, fait énormément penser à la perception de la sorcellerie dans l'Antiquité. Évoquons les choses chronologiquement pour ne pas nous égarer. Si nous faisons un retour en arrière jusqu'à la Bible, nous pouvons constater que les sorciers y sont rares et que Moïse, le premier prophète du judaïsme, condamne pleinement la sorcellerie. Les textes provenant du deuxième épître à Timothée, un livre du Nouveau Testament, présentent d'ailleurs les magiciens Janès et Jambres, qui s'opposent à Moïse et par extension à la vérité. Sortons maintenant de la Bible pour se tourner vers les auteurs anciens. D'après eux, il semblerait que la sorcellerie ait été vue très négativement, voire interdite. Pline l'Ancien évoque notamment qu'en 450 avant Jésus-Christ, la loi des 12 tables aurait officiellement interdit la sorcellerie à Rome. Puis, en 81 avant notre ère, le dictateur Sylla publie une proposition de loi intitulée Lex Cornelia, qui condamne à mort ceux qui s'adonneraient à la magie et autres pratiques occultes. Il cite les devins, les enchanteurs et ceux qui font usage de la sorcellerie à de mauvaises fins, ceux qui évoquent les démons, qui utilisent la magie noire ou qui bouleversent les éléments. Vous l'aurez compris, nos ancêtres de l'époque avaient tout intérêt à fuir toute forme de sorcellerie. Ça, c'était pour parler d'interdiction. J'ai poussé mes recherches afin de savoir si une terre comme Ravka dans Shadow and Bone, qui serait donc en marge de la société et favorable à la magie, pouvait exister. Évidemment, je n'aborderai pas ce point si je n'avais pas trouvé d'éléments concluants, et j'en viens à vous parler de la Thessalie. Géographiquement, la Thessalie est une région traditionnelle et historique de la Grèce qui se situe dans le centre du pays. Diverses sources semblent faire de ce lieu un berceau de la sorcellerie, à tel point que l'auteur Apulée le qualifie de terre natale de l'art magique dans son livre Les Métamorphoses. Toujours selon Apulée, la Thessalie serait réputée pour ses sorcières puissantes telles que Pamphile et Méroé. En outre, les sources antiques s'accordent pour faire de cette région l'endroit où la pratique de la sorcellerie était continue tout au long de l'Antiquité. L'universitaire Jacques Cazot a étudié ce phénomène à travers un essai nommé La Thessalie des magiciennes, et ses solides recherches ont confirmé le phénomène. Je cite un extrait. En rassemblant les textes littéraires, on trouve que la Thessalie jouit d'une réputation globale, massive, indiscutée. Elle est le pays de la magie par excellence, au même titre qu'on la veut la patrie des chevaux les plus renommés. Jacques Cazot conclut son essai en se demandant si la Thessalie avait conçu une législation particulière concernant la magie, ou si, au contraire, la sorcellerie était librement professée dans la région, tandis qu'Athènes et Rome se prenaient à sévir. La deuxième hypothèse rapprocherait ainsi pleinement la Thessalie de Ravka, créant un parfait parallèle entre les deux. Si vous me suivez toujours, je vous invite à aborder un nouveau point. Après ce précédent arrêt auprès des magiciens, les Grisha, abordons d'autres personnages essentiels à l'intrigue. Je vous ai parlé à de nombreuses reprises de Ravka, mais ce lieu n'est pas le seul à accueillir l'action. En effet, le spectateur est régulièrement projeté au cœur de Ketterdam, une ville densément peuplée où le plus important est le profit. Là-bas, nous suivons notamment Kaz, Inej et Jesper, un trio de criminels qui font partie du Crow Club. En français, Crow peut être traduit par corneille ou corbeau, et c'est sur cet animal et sa symbolique que je vais à présent m'arrêter. Dès l'Antiquité, les différentes mythologies offrent aux corbeaux des significations très différentes, ce qui peut ainsi montrer les différentes facettes des personnages de Shadow and Bone.
En bref, les corbeaux sont associés à la guerre et aux champs de bataille dans la mythologie celtique irlandaise, peuvent jouer des rôles parfois bénéfiques dans la Bible, sont perçus comme des animaux sans scrupules et sont ponctuellement surnommés fils du malheur dans la tradition musulmane, et sont des symboles de gratitude filiale et des oiseaux solaires dans la mythologie chinoise. La mythologie antique rapproche d'ailleurs malgré elle le corbeau de cette idée de lumière à travers le dieu Apollon, qui a comme principal animal associé le corbeau. Au fil de ses multiples évolutions, Apollon est amené à devenir un dieu solaire et son arc et ses flèches renvoient d'ailleurs aux rayons solaires. Le corbeau est donc une créature qui peut être associée à la lumière, ce qui est très intéressant dans la mesure où l'univers de Shadow and Bone ressemble souvent à une bataille entre l'ombre et la lumière. Pour finir sur ce point, je vous amène faire un détour vers la psychanalyse avec le texte « L'animal, ombre des dieux et frère de l'homme » de Christiane Fonska. L'autrice s'attarde sur la symbolique des animaux depuis l'Antiquité, et je vous lis ainsi un passage qui me semble pertinent pour compléter ce que je viens de dire. Si l'on considère l'animal en tant qu'image archétype archaïque, il présente toujours deux pôles opposés, l'ombre et la lumière, l'instinct et l'esprit. Jung le définit comme l'ombre des dieux et le frère de l'homme. On pourrait dire aussi qu'il apparaît souvent comme l'ombre de l'homme et le frère des dieux. Plus loin dans son analyse, Christiane Fonska se concentre justement sur le corbeau et écrit « Le rôle de prédire des événements qui se réalisent appartient souvent aux corbeaux qui, malgré leur réputation d'oiseaux de mauvais augure, connaissent les pièges et proposent la manière de les déjouer. Mais les oiseaux ne se contentent pas de prédire l'avenir. Ils chantent aussi la vérité enfouie dans le passé. Les oiseaux tentent d'aider les hommes, de les protéger dans leurs entreprises, comme s'ils étaient des anges gardiens envoyés par une divinité céleste. » Je ferme ici ma petite parenthèse du côté de la psychologie qui me semblait néanmoins pertinente pour compléter mes recherches. Tout cela nous apprend que les corbeaux de Shadow and Bone, ces soi-disant criminels, se battent sans cesse entre leur part d'ombre et de lumière dans un monde tout autant versatile. Après cette longue exploration des corbeaux, qui sont, vous l'aurez compris, de faux méchants, passons cette fois-ci à des créatures véritablement mauvaises, j'ai nommé les Volcra. Ces monstres font partie des nombreux à vivre dans le Shadowfold, mystérieux territoire très sombre dont je vous parlais dans l'introduction. En résumé, les Volcra ont de longues griffes sales, des grandes ailes et des rangées de dents acérées comme des rasoirs. Lorsqu'ils sont blessés, leur sang est noir. Ils sont également aveugles parce qu'ils vivent dans le Shadowfold depuis trop longtemps, mais ils sont capables de sentir le sang humain à des kilomètres de distance. Ces caractéristiques ne sont pas sans rappeler les oiseaux du lac Stymphal, créatures mythologiques apparaissant dans les travaux d'Héraclès. Ce défi était le 5e du demi-dieu qui devait tuer ces oiseaux carnassiers se nourrissant de chair humaine et dressés par Arès, le dieu de la guerre et de la destruction. Cependant, les Volcra me font plutôt penser aux personnages mythologiques des harpies. J'effectue le parallèle non pas pour des caractéristiques physiques, mais plutôt pour leur rôle dans les mythes, puisqu'en dehors de leur corps ailé d'oiseaux et de leurs griffes, elles ont un visage de femme ou de poule en fonction des versions. Nous nous trouvons donc assez loin des Volcra et de leur visage monstrueux aux 1000 dents acérées. Toutefois, l'air inoffensif des harpies n'en cache pas moins des créatures terrifiantes. Ces drôles d'oiseaux sont en effet des divinités maléfiques, considérées comme les filles de Poséidon et Gaïa dans la plupart des récits, bien que certaines variantes voudraient que leurs parents soient Thomas et Électre, ou encore Typhon, le titan des vents forts et des tempêtes. Et comme le rapporte l'auteur Jean-Claude Belfior, les harpies seraient justement des divinités de la tempête. Elles ont également la mauvaise réputation de voler les enfants et les âmes, et incarnent plus généralement les châtiments infligés par les dieux. En bref, les harpies sont l'image de la dévastation et de la vengeance, et dévorent tout sur leur passage, tout en étant plus rapides que le vent. À mon sens, ce portrait correspond donc plutôt bien à la représentation des Volcra dans Shadow and Bone, notamment lors de leur première apparition à l'écran. Après avoir passé en revue la majorité des remarques qui m'ont parcouru l'esprit en visionnant la série, il est temps d'aborder le dernier point, qui est, je vous l'avoue, mon préféré. Au terme des 8 épisodes de la saison 1, il m'a semblé qu'Alina, l'héroïne de l'histoire, ressemblait fortement au personnage mythologique de la magicienne Circé et à moindre mesure de la divinité Héméra. Je m'explique. Tout d'abord, j'avais envie de vous lire un petit paragraphe parlant d'Alina, trouvé sur le site suisse Cinéman, et qui évoque bien, à mon sens, qui est ce personnage.
Je cite. Alina Starkov, une orpheline et cartographe, découvre la dangerosité du grand rideau noir qu'est le Shadowfold en embarquant sur un navire de l'armée. C'est en voulant protéger son amie de toujours que la jeune fille va découvrir son pouvoir. Une nouvelle destinée qui lui attirera popularité et jalousie auprès de son nouveau peuple, les Grisha. Une déesse, une martyre, Alina détient le pouvoir de souffler ce maudit brouillard maléfique. Alina a ainsi un pouvoir puissant et lumineux qui va attirer le regard du général Kirigan, interprété par l'acteur Ben Barnes. Alors, place à mon analyse. Je débuterai par parler d'Héméra, puisque cette comparaison sera plus courte. Dans la mythologie grecque, Héméra est une divinité issue du chaos primordial. Elle est la sœur d'Éther, la lumière céleste, et incarne la lumière terrestre. Elle personnifie donc le jour et disperse le voile de la nuit. Le parallèle entre Héméra et Alina est donc lié à ses pouvoirs, puisque sa magie lumineuse est censée chasser l'obscurité. De plus, dans l'épisode 3 de la série, Kirigan dit à Alina, je cite, « La lumière va naître partout, car c'est vous qui l'avez invoquée. » Il ne m'en faut donc pas plus pour voir une part d'Héméra en Alina. Mais passons maintenant à Circé. Dans la mythologie grecque, Circé est la fille du dieu du soleil Hélios. De ce fait, certains auteurs antiques, comme Homère ou Virgile, la considèrent comme une déesse à part entière, là où d'autres se contentent de la reléguer à son rôle de magicienne. Ce personnage est principalement connu grâce à l'Odyssée d'Homère, ouvrage dans lequel Circé apparaît au chant 10. L'épisode qui s'ensuit est très connu. Ulysse et ses compagnons abordent l'île d'Éa, où la magicienne y vit seule depuis longtemps. Elle les accueille et leur offre un breuvage auquel elle ajoute un poison. Dès qu'ils ont bu, elle récite une incantation qui les transforme en porcs. Ulysse, qui n'était pas présent, est vite averti et part à la recherche de Circé. Le dieu Hermès apparaît alors au héros et lui donne des instructions pour triompher de Circé. Quand il arrive chez la magicienne, celle-ci lui offre le breuvage empoisonné, mais elle échoue à le transformer. Ulysse tire son épée. Apeurée, Circé lui offre de partager son lit et jure qu'elle ne cherchera plus à faire de mal à quiconque avant de rendre aux compagnons d'Ulysse leur apparence humaine. Si nous revenons à Shadow and Bone, les choses sont bien sûr éloignées puisqu'il n'est pas question de faire d'Alina un antagoniste ou de l'imaginer transformer les gens en animaux. La seule chose commune serait peut-être que Circé transforme ce qui existe déjà, à l'image des Grisha. En effet, dans l'épisode 3, Kirigan explique à Alina « Nous ne faisons rien apparaître, nous manipulons ce qui existe déjà autour de nous. » Peu importe, puisque ce qui m'intéresse davantage est le cheminement que réalise Circé en oscillant entre sa magie et son cœur, tout en étant confrontée malgré elle à la solitude suite à son exil sur l'île. Alina ne serait-elle pas également tiraillée entre son rôle de magicienne fraîchement découvert et son histoire en marge des pouvoirs surnaturels avec Malienne, son amie d'enfance, tout en subissant une solitude forcée de par son statut d'orpheline? Eh bien, il semblerait que si. Mais finalement, je me suis demandé si ce que je retrouvais en Circé chez Alina n'était pas principalement influencé par ma lecture du roman Circé de Madeline Miller, paru en 2018. Dans cette réécriture du mythe, la psychologie de l'enchanteresse est énormément mise en avant et la transformation de la fillette rejetée en une redoutable magicienne est explicitée pas à pas. Par ailleurs, sa sensation d'être incomprise et solitaire est une thématique très présente dans le roman et que le personnage d'Alina explore dans l'épisode 3 de Shadow and Bone. En effet, elle déclare notamment dans une lettre « Je voudrais un monde où rien de tout ça n'est réel, un monde qui ne me fait pas souffrir. Tout le monde me regarde comme si j'étais au cœur du problème. » Madeline Miller aussi parvient à faire de son héroïne quelqu'un qui redoute d'abord ses pouvoirs et ne comprend pas pleinement le monde qui l'entoure. À mon sens, Alina pourrait donc être une réinterprétation de Circé en cohérence avec notre société moderne, comme si les récentes réécritures du mythe de Circé pouvaient toutes converger en un même point. C'est donc sur cette dernière remarque que mon podcast s'achève. Évidemment, ce travail m'est personnel et je suis donc ouverte à vos réactions et réflexions dans l'espace commentaire afin de continuer à échanger sur le sujet. J'espère que ce nouveau numéro vous aura plu et je vous donne rendez-vous comme toujours sur mon Twitter Peplumland. D'ici là, prenez soin de vous et passez une journée épique.